Hello, bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Just in Tunes. Pour l'épisode du jour, je suis allée à la rencontre de Pierre-Marie Włodarski qui s'occupe du business development et management au sein de Sésame Music Agency. Cet épisode est un vrai voyage dans le temps puisque avec Pierre-Marie, nous remontons dans les années 2008-2009 au moment où il a franchi le cap et mis un premier pied dans l'industrie musicale. C'est donc un condensé de 12 années d'expérience, de rencontres, d'apprentissage que Pierre-Marie nous livre tout au long de cet épisode. Vous comprendrez que la synchronisation n'est pas seulement le cœur de son métier, c'est aussi les moments en synchro où il a pris des décisions pour faire évoluer son métier, pour évoluer encore dans l'industrie musicale et faire de lui un professionnel reconnu et, je crois, accompli. En résumé, Pierre-Marie vous apportera sa vision, qui est une expérience complémentaire au sein de l'industrie musicale, et plus spécialement au niveau de la synchronisation, au niveau de la musique à l'image, et surtout une approche du fonctionnement des librairies musicales. Si jamais vous avez besoin de plus d'informations en ce qui concerne l'édition musicale plus globalement, je vous invite à écouter ou réécouter l'épisode avec Xavier Collin. Je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir ce nouvel épisode et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Pierre-Marie. Bonjour Justine. Ça va ? Ça va très bien et toi? Merci beaucoup pour ton appel. Mais merci à toi d'être là avec moi aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast. Alors on va commencer. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Tu feras sans doute beaucoup mieux que moi. Pierre-Marie Włodarski, j'ai 35 ans, je travaille aujourd'hui dans une agence qui s'appelle Sésame Music Agency, qui est avant tout un gros éditeur de musique et qui fait énormément de librairies musicales, de musique destinée à l'image. D'accord. Voilà. Okay. Ça fait maintenant une dizaine d'années que je travaille dans la musique. D'accord. Plus. J'ai commencé dans la musique par la musique électronique. En fait, je travaillais avec un petit label de musique électronique à Lyon qui s'appelait B-Records, qui n'est plus malheureusement aujourd'hui. J'ai commencé en stage là-bas pour essayer de développer la synchro et la musique à l'image. Et à la sortie de mon stage, j'avais encore un an d'études à faire. Donc, avec mon ancien maître de stage de l'époque, on a décidé de monter une société pour gérer les éditions du label B-Records. Et comme le label était attaché à l'association qui s'occupait des tournées des artistes qui s'appelait Aimez-vous Brahms, ça nous permettait de faire une sorte de petit 360 degrés à l'époque, à notre échelle, avec le label, le tour, les éditions, et voilà, on a essayé de lancer tout ça, c'était 2009, je crois. D'accord, ok. Donc tu es lyonnais de base? Alors, je suis pas lyonnais de base, je suis picard de base. J'ai fait un bac sciences éco en ES en Picardie. Je suis allé en fac d'économie d'abord à l'université de Reims, en Champagne-Ardenne. Et j'ai rejoint Lyon à partir de ma licence, ma troisième année d'éco-gestion. Et c'est un peu là que tout a commencé, parce que en rejoignant Lyon, il y avait un Master 2 dans la fac d'économie de Lyon qui s'appelait Management, qui s'appelle toujours d'ailleurs Management et carrière d'artiste. D'accord. Et c'est là que j'ai vu la faille de mes années d'études économiques qui m'amenait, je sais pas trop vers où, je sais pas trop ce que je voulais, j'avais vraiment peu d'idées de vers où je m'orientais, plus du social, peut-être prof. D'accord, ah oui. C'était très peu dessiné, oui, j'avais pas vraiment de velléité artistique plus que ça avant, c'était pas quelque chose qui transpirait, comment dire, dans l'ADN familial dont je suis issu. Il y avait quelque chose qui paraissait un peu irréel de pouvoir travailler dans la culture ou dans la musique ou dans le cinéma ou des choses comme ça. Donc j'étais pour l'instant très concentré dans mes études économiques sans vraiment savoir où ça allait me mener. Et quand j'ai vu que je pouvais raccrocher mes études vers une orientation qui tout de suite me parlait, même si pour moi c'était une espèce de grande
de grande Ok. inconnue, management de ta carrière d'artiste, voilà, qu'est-ce que ça voulait dire, vers quoi ça mène, quels sont les métiers Bien euh, sûr. qui entourent l'artistique, le culturel, etc. Mhm. J'y ai vu une faille, dans laquelle je me suis engouffré allègrement Ok. et qui m'a permis de découvrir tout un univers que je ne soupçonnais absolument pas, parce que c'est vrai que à l'époque, Internet était déjà certes très développé, mais on n'avait pas encore accès à toutes ces informations. Mhm. MySpace, c'était le roi de la recherche musicale. Les réseaux sociaux étaient à peine florissants. Oui. Donc, il y avait quelque chose comme ça où d'un coup, je me suis dit, waouh, la Nouvelle musique, porte qui le s'ouvre. métier, qu'est-ce qui se passe là-dedans? J'en sais rien, mais je vais y aller les deux pieds dedans. Ok. Et à la base, j'étais beaucoup plus passionné de cinéma. D'accord. J'ai toujours adoré la musique, j'ai fait de la musique moi-même, mais Tu jouais c'était le quoi comme cinéma. musique? Moi, j'ai fait une dizaine d'années de piano, euh, D'accord. beaucoup de musique jazz. Le conservatoire m'intéressait peu, je m'y retrouvais pas beaucoup. Et puis, à un Mhm. moment, j'ai réussi à rencontrer un prof qui m'a appris les bases du jazz et surtout les bases de la musique jouée en groupe, jouer avec d'autres, apprendre à écouter, à suivre un groupe, et à accompagner rythmiquement, mélodiquement un groupe en jazz, en blues, en improvisation, des D'accord. choses. Et malgré ces 10 années de musique, à aucun moment tu pensais pouvoir travailler dans la musique, pas forcément en tant que musicien, mais vraiment travailler au sein de l'industrie musicale. Ça t'a pas du tout C'était effleuré l'esprit? aucunement pour moi, c'était un hobby, un Ok. passe-temps, c'était quelque chose dans laquelle mes parents ont eu certes beaucoup de nez en me mettant au piano, Mhm. mais c'est arrivé de façon complètement fortuite. D'accord. Jamais j'ai pu y voir ni l'envie d'une carrière, ni une opportunité. C'était on joue de la musique parce que c'est chouette, c'est sympa. On écoute un peu de musique en famille, mais peu au final. Après, D'accord. moi, j'ai développé dans mon adolescence des goûts musicaux. J'ai appris à suivre des groupes, à aimer et à retenir beaucoup plus facilement les sorties et les années d'albums que mes cours d'histoire. Mhm. C'est un peu, Un peu il y tous avait quelque pareil, chose, hein? c'est ça, voilà, il y avait quelque chose qui relevait vraiment de l'utopie. Oui. C'était du passe-temps, c'était du week-end, c'était de la presse pas, ça faisait pas sérieux quelque part, un petit peu, tout ce monde-là et toute la musique, ça faisait rêver, mais du coup, c'était quelque chose qui était très éloigné. Enfin, pour moi, ça me paraissait complètement irréalisable. D'accord. Donc jamais je me suis dit, tiens, c'est ce que je vais faire. Par contre, j'aimais le cinéma, j'enquillais beaucoup de films. À l'époque, j'allais louer des DVD par dizaines le week-end pour Ouais. regarder tout ce qui se passait, tout ce qui sortait. Et comme j'aimais la musique et comme j'aimais le cinéma, il y a en fait, au moment où j'ai vu un peu cette faille de mes études économiques et vers où je pourrais aller grâce à la musique, il y a Mhm. tout de suite eu cette idée qui est née d'être à l'intersection de la musique et de l'image, quoi. Ok. D'être dans quelque chose où, quand j'ai commencé à travailler à me dire que j'allais dans cette voie-là, je voulais aller vers la musique à l'image, vers la synchro, vers Ok. la supervision musicale. C'était l'objectif. D'accord. Ça s'est tout de suite dessiné, quoi. En fait, tout de suite, l'envie est née, voilà, d'avoir la possibilité de travailler sur des images, des films et de mettre la belle musique qui va bien et d'aller chercher le titre que personne connaît et d'aller de donner corps et vie à une scène comme ça grâce à l'image, grâce à la musique. C'était pas tant de jouer de la musique ou de développer des artistes, c'était vraiment d'abord cette notion de musique à l'image. Et pour D'accord. ça, comme je savais pas non plus par quel biais y aller, euh, très très vite dans les premiers cours, dans les premiers renseignements que j'ai pu obtenir sur comment fonctionne, comment est organisée l'industrie musicale, Mhm. le premier pied d'appui que j'ai pu voir, c'était l'édition. Oui. Grâce à l'édition, grâce à la gestion des droits d'auteur, c'était par ce biais-là que j'allais réussir à mettre le pied dans la musique et l'image. Ok. D'accord. Donc tu fais ton stage qui dure une année. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Alors, mon premier stage, j'étais en Master 1, il dure pas une année, il dure quelques mois, D'accord. 3, Ok. 6 mois à l'époque. D'accord. Et je retourne après en Master 2.
Ouais. Du coup, avec un maître de stage qui avait fait la même formation que moi. D'accord. Voilà, Frédéric Monnier, Paco, Ok. qui travaille maintenant au Canada, qui dans une société de production qui s'appelle XS Recordings, c'est jamais Ok. trop perdu de vue. Et très très vite, du coup, on a l'idée de mettre à profit mon master 2. On doit Mhm. faire tout un business plan, créer un modèle professionnel sur mettre à profit cette année d'études pour quelque part mettre en place la suite, c'est-à-dire créer une société d'édition musicale Mhm. qui sera rattachée au label de musique électronique. D'accord. Voilà, et qui s'appelait Keep in Touch Music à l'époque. Donc D'accord. là, pendant mon master 2, je retourne 6 mois en stage à l'époque chez 13 bis Music. D'accord. Et en même temps, je peaufine mon diplôme et mon business plan de création de société d'édition. D'accord. Tu penses que... Et Vas-y, dis-moi. en fait, l'idée était de se dire, le milieu de la musique à l'image, le milieu de la musique en général est petit et fermé, j'aurais pas de job. Ok. J'aurais pas le job dont j'ai envie en sortant de la fac. En Mhm. gros, j'ai pas encore le réseau, j'ai pas les connaissances. Donc, si je veux faire ce que j'ai envie de faire, il faut que je le fasse par moi-même. D'accord, fallait que tu le crées. Voilà. L'idée est partie de personne m'attend, personne n'a besoin de moi. Je vais moi-même créer le taf et le boulot que j'ai envie de faire. Et c'est comme D'accord. ça que, dès la sortie de la fac, on a monté des éditions euh, du label Beer Records. Ok. Et donc, avec le recul, tu penses que ce master-là, ce diplôme-là, t'a permis de lancer ton activité, de construire du coup cette société au sein du label, enfin c'est cette branche au sein du Ah, label? énormément, ça m'a permis de voir les facettes de l'industrie musicale. Mhm. C'est une formation qui est vraiment orientée sur les métiers de la musique, pas vraiment de la culture, mais vraiment de la musique. D'accord. On avait beaucoup d'intervenants professionnels qui venaient nous raconter la vie d'un manager, d'une salle de spectacle, comment fonctionnent des contrats de session, d'édition, comment promouvoir un disque, etc. On avait vraiment une espèce on a vu toute la chaîne de valeur de l'industrie musicale Mhm. dans cette formation et c'était vraiment super intéressant de pouvoir se rendre compte qu'il y avait tous ces métiers en fait qui étaient à portée de main. Et donc D'accord. on a eu quand même des cours sur l'édition musicale et ça m'a Ouais. permis tout de suite d'enclencher sur voilà le pied d'appui qui va me servir à rentrer dans la musique. C'est par l'édition, c'est par la promotion de la musique et de la synchro et en créant moi-même ma société parce que de toute façon, les postes ne sont pas florissants. Ok. Donc, voilà. Donc ta société, c'était Keep in Touch, c'est ça? Keep in Touch Music, exactement. Ok. On D'accord. s'est arraché les cheveux pour essayer de trouver un nom qui marchait bien. Parce que Ouais. mine de rien, créer une société, ça va aussi avec toutes les questions qu'on peut avoir sur où on va, quel intérêt, toutes les démarches administratives à Mhm. mettre en place. Donc c'est un parcours qui est vraiment intéressant. L'entrepreneuriat est une aventure incroyable qui demande beaucoup de temps et d'énergie. Mhm. Et on s'y est donné corps et âme pendant 2 ans environ. D'accord. Et sans grand succès, hélas, hein, Pour quelle pour raison? réussir à enclencher. Alors, on était, je pense, beaucoup trop vert. On manquait d'expérience, on manquait d'expertise, et puis on manquait de fonds et de capitaux. On s'est D'accord. lancé là-dedans un petit peu, euh, pas de façon ignorante, mais avec beaucoup d'enthousiasme. Et mine de rien, il fallait quand même réussir à remplir un peu le frigo en même temps à côté, mais on se consacrait à fond à notre activité qui nous rémunérait pas. Donc très vite, il a fallu conjuguer ça avec d'autres boulots Mhm. alimentaires. Donc Évidemment. voilà, moi j'ai beaucoup travaillé la nuit à cette époque-là, dans des bars, dans des cafés. J'ai été videur même à un moment. Ah ouais. Ouais, ouais, c'était des semaines assez intenses et du coup essayer de se réveiller tôt le lendemain matin pour
pour développer son activité. C'est dur. Donc très vite, ça a été en fait assez fatigant. On n'a pas été loin d'avoir quelques succès, mais Ouais. qui ne sont pas arrivés parce qu'on se rendait pas compte que la synchro en fait était un monde où il y avait beaucoup d'appelés, très peu d'élus. D'accord. Mais on essayait de développer nos propres outils, nos propres réseaux et nos propres connexions. Et ce que je trouve toujours intéressant dans cette aventure de Keep in Touch Music, c'est que le réseau qui a été développé vraiment de zéro, d'agences publicitaires, de superviseurs musicaux en France et à l'international, on est vraiment parti de rien. On a cherché des gens, des adresses par le biais de réseaux comme LinkedIn, Facebook, etc. Enfin, vraiment, on a récolté tout un carnet d'adresses qui est encore valable aujourd'hui, qui est toujours Super. d'actualité. C'est-à-dire que des gens que j'ai pu démarcher à l'époque en partant de rien sont encore soit en poste ou dans des postes similaires dans notre boîte à côté et qu'on est toujours en contact et qu'on ne s'est jamais trop perdu de vue parce que du coup, on est dans ce petit milieu. Donc, le réseau construit à l'époque de Keep in Touch Music est encore un réseau extrêmement solide. D'accord. Et c'est ça que je trouve toujours quelque part cocasse et en même temps pertinent dans la démarche et dans la volonté d'avoir cherché à développer notre propre activité, quoi. D'accord. Quand tu dis, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, tu parles en termes d'artistes ou en termes de professionnels justement du secteur de la synchro, de la musique à l'image? Alors, c'est plus en termes je pensais plus en termes de résultats. D'accord. C'est-à-dire que la bonne musique qui va arriver sur le projet publicitaire, le film, etc., il y a beaucoup de musique qui est proposée et à la fin, il n'en faudra qu'une, quoi qu'il arrive. Évidemment, oui. Donc, on a beau proposer de la bonne musique, être pertinent dans nos choix et dans les artistes qu'on cherche à défendre, on s'est rendu compte à ce moment-là que, en fait, la musique elle-même ne suffisait pas. Il y avait aussi une notion de notoriété, mettre en avant pour justifier des prix, d'actualité souvent des artistes. D'accord. Et puis, on ne nous connaissait pas non plus beaucoup. Donc, à l'époque, on est encore à un moment en 2010 où pour beaucoup d'artistes, pour parler de l'autre côté de la barrière, l'édition musicale, c'est signé avec le diable. C'est céder 50% de ses droits. Oui. Pour quel résultat et comment ça marche, qu'est-ce que les droits d'auteur, pourquoi. Enfin, il y a tout un travail de Assez pédagogie à obscur. faire énorme. Voilà, sur qu'est-ce que ça représente un contrat comme ça où on comprend pas toutes les clauses, tous les termes juridiques qui sont mis en avant. Quel intérêt pour nous de vous confier cette musique, notre œuvre, nos bébés, tout ça. Bien sûr. Alors on a beau mettre en avant beaucoup de choses, mine de rien, on n'a pas beaucoup d'expérience pour justifier non plus ça auprès des artistes. Donc on était toujours un peu dans cette double discussion à convaincre des agences d'utiliser des morceaux d'artistes qu'on essaye en même temps d'intégrer à notre catalogue. D'accord. Donc il y avait comme ça pendant ces 2 années une espèce de on était en flux tendu sur tous les fronts, quoi. L'artistique, le commercial, le corps du business. C'était très enrichissant. Oui, bah oui, j'imagine. C'était du terrain pur et dur là. Hein. Terrain pur et dur, et en même temps on apprenait, on essayait de développer un peu des artistes hors de nos frontières. On est parti en tournée un peu avec des artistes et on essayait de faire des salons professionnels parce que pour nous ça passait par quelque part, c'était une sorte de légitimisation de notre activité. D'accord. D'être au sein de salons comme le NIDEM, d'être au South by Southwest au Texas, aux États-Unis. On a fait la Canadian Music Week aussi, donc on développait on montait des dossiers pour obtenir des bourses, pour partir sur certains salons, pas avec le bureau export, mais avec pas la BPI non plus, mais avec les chambres de commerce qui permettaient d'obtenir des remboursements de billets d'avion, par exemple, sur des déplacements commerciaux, etc. D'accord. Enfin, on essayait vraiment de développer notre activité de façon professionnelle, mais avec des moyens en carton. Avec les moyens du bord, quoi. Avec les moyens du bord. C'était vraiment... on s'est retrouvés, par exemple, on arrive à Austin pour le South by Southwest au Texas, donc on est hyper fiers, mais sûr. on dort à 5 dans une chambre d'hôtel où il y a un lit de place. Hein. Enfin, ah ouais, ok. On fait ça, les moyens du bord.
on est à l'arrache totale, mais pour nous, c'est une consécration d'être là et Oui, bien sûr. de justifier ça. Pareil pour, quelque part, les contacts qu'on peut développer en France. En gros, regardez, on était au Texas, quoi. Mm. On est dans le jeu, quand on est dans le game, on est avec vous. C'est, Et t'avais quel donc, ouais, âge? ouais. J'avais 25 ans. Ah ouais, donc la folie, tout jeune, d'être là-bas en équipe, oui, la folie, quoi. Donc, pas C'est grave de ça. dormir à 5 dans un lit de place. C'est la folie quand même. De dormir par terre sur un C'était un tapis, détail. complètement, quoi. D'avoir $10 pour tous les repas de la journée. Enfin, c'est vraiment Mm. la rage totale, côté très punk et DIY qui était chouette, quoi. Qui était chouette. Après, on grandit et on cherche plus de confort. Oui. Oui, oui, je veux Mm. bien te croire. Et du coup, donc, Keep in Touch Music dure 2 ans. Qu'est-ce qui C'est se ça. passe? Il se passe qu'à un moment, on se met un ultimatum pour dire que si, c'était au mois de juin, probablement, mois de juin 2011, si au mois de juin 2011, parce en attendant, on est en train de jongler avec la banque aussi, avec un emprunt, avec des Ok. choses comme ça qui font tourner la boîte. Donc vraiment sur Euh, tous les fronts, hein. Vraiment sur tous les fronts, les mains dans le cambouis et la tête dans les étoiles. Et Ouais. on essaye de se dire, voilà, bon, on est quand même très fatigué, on bosse beaucoup. Peut-être qu'on a pris les choses un peu à l'envers. Peut-être qu'il faut d'abord qu'on sécurise un peu financièrement nos vies pour pouvoir développer sereinement une activité comme celle-ci. Donc on se fixe un ultimatum pour dire que si au mois de juin, on n'a pas atteint tel chiffre, ou si on n'a pas remboursé telle partie du crédit de la banque, etc., Mhm. il faut qu'on mette ça en stand-by pendant un moment. Ok. Voilà. Et donc, on arrive à ce mois de juin, cette inéluctabilité de ne pas mettre la clé sous la porte, mais en gros, de se dire qu'il va falloir mettre ça en attente. Mhm. Donc, on travaille l'un et l'autre, chacun dans nos coins, et pour pas perdre trop le fil non plus de la musique et puis de notre envie de travailler ensemble, on se met à travailler à la radio D'accord. de façon très bénévole. À l'époque, une web radio qui s'appelle Radio Metal. D'accord. Et on monte une émission de punk, Ok. punk musique. Parce que on est très très fan, on travaille dans la musique électronique, mais on était très très fan de musique punk et de D'accord. rock. Et voilà, on se dit, tiens, la boîte tourne plus, mais continuons à faire des choses dans la musique et continuons à faire des choses ensemble. Et on fait une émission de punk. Et à côté de ça, je prends quelques piges. Moi, je travaille beaucoup à ce moment-là au bar et je prends quelques piges grâce à des amis qui sont tourneurs en tour management. D'accord. Donc, je pars en tournée pendant une semaine ou 15 Avec jours qui? avec des groupes qui viennent de l'étranger, notamment une chanteuse américano-guatémaltèque qui s'appelle Gaby Moreno. Ok. Voilà, qui je crois depuis a fait une belle carrière et a même gagné des Latin Grammy Awards. Juste ça. Voilà, qui a son succès latino-américain Ok. et qui vient en France, qui chante en anglais, en espagnol, un blues teinté de musique latino. Ok. Et voilà, et donc c'est un ami, Johan Feniou, qui à l'époque travaillait chez Nueva Onda Production, qui me dit, voilà, j'ai besoin d'une nounou, hein, parce que techniquement, moi, sur la scène, je sers pas grand-chose, mais j'ai besoin de quelqu'un qui les accompagne sur la route et qui s'occupe d'eux et qui les mette bien et qui fasse en sorte que le groupe soit content de travailler chez Nueva Onda. D'accord. Donc moi, c'est plein de petites expériences comme ça, entre un peu de radio, un peu de tour management. Il y a des festivals de temps en temps où on prend du bénévolat pour pousser des caisses en sortie de camion ou servir des pintes au bar. Enfin voilà, on essaye un petit peu comme ça, par plein de biais, de garder un pied dans la musique. Pas dans D'accord. l'édition, mais dans tous Dans la les autres musique. petits Ok. métiers qui permettent de faire vivre cette industrie. Et puis de cultiver ton réseau encore. Exactement, voilà. Puis en fait aussi de voir comment tout ceci fonctionne, quoi. Mhm. C'est, j'ai jamais hésité quand des amis me le proposaient ou même demandaient moi-même à faire plein d'autres choses, même en tant que professionnel, mais à être à la billetterie ou Mhm. à distribuer des flyers, à voir un petit peu comment tout ceci Ça fonctionne. peut fonctionner. Et Mhm. puis du plus petit maillon au plus grand patron,
d'avoir une vision d'ensemble de chaque corps de métier, quoi. D'accord. Et, je trouve que c'est toujours intéressant quand on est d'un côté de la barrière ou du comptoir, et puis de voir comment les gens fonctionnent, les artistes fonctionnent, le public fonctionne. Mhm. Et puis ça permet aussi de garder un peu la tête sur les épaules et d'essayer de conserver un tout petit peu d'humilité aussi, parfois, Oui. sur la façon de se comporter avec les gens. Oui, je comprends tout à fait. Puis surtout dans l'industrie musicale où on a un peu tendance des fois à voir ça un peu que de paillettes et finalement, quand on se retrouve à la billetterie ou avec les flyers, on se dit ah oui ou non, c'est vraiment c'est du taf, quoi. Il n'y a pas que des paillettes, c'est du taf. Il y a des heures d'ennui, de travail, de rush, et de gens qui font en sorte que quand un concert se passe bien, il y a toute une fourmilière qui a fait en sorte que ça se passe bien de A à Z. Oui. C'est pas juste l'artiste, oui, voilà, sur scène, c'est ça. Donc ça, c'était vraiment intéressant de voir, de voir tout ça et de garder en fait un pied et un contact avec tout ça. D'accord. Bon. Pourquoi travailler avec de la musique électronique alors que du coup tu fais une web radio metal punk? Le hasard total. Je D'accord. suis arrivé quand j'étais en master 1 et que je cherchais un stage. Moi qui viens donc du coup plutôt du jazz, du rock, et puis qui aimait le punk, je cherche un stage et je me rends compte que c'est pas facile d'en trouver un, notamment à Lyon, où il n'y a pas non plus tant de structures que ça. Oui. Et la première main qu'on me tend vient de Be Records, label de musique électro. Et donc là, je range mes a priori dans ma besace, c'est-à-dire que au final, la musique électronique, moi j'ai grandi dans les années 90. C'est quand même de la musique. La dance avec les boys bands, avec tout ça. Donc j'ai vraiment je suis très ignorant de ce qu'est la musique électronique. La techno était quelque chose de très diabolisé encore à l'époque. Donc j'ai toutes ces images et ces références. Me dire bon, qu'est-ce que c'est qu'en fait la musique électronique? D'accord. Donc Be Records me tend la main et je m'intéresse à Be Records. Donc j'écoute les artistes, je suis ok. Et puis je m'intéresse à l'histoire de la musique électronique et je découvre la techno, je découvre l'électronica, la EDM, des labels comme Warp, comme Ninja Tune, et là je me dis ok, il y a quand même quelque chose il y a un univers incroyable quoi qui s'ouvre, donc c'est le hasard, le hasard des rencontres. D'accord. Et ce hasard a fait en final que j'en ai fait carrière aussi, parce que dans cette période donc 2011-2012 où je suis entre web radio, punk, tour management, du bar, etc. J'ai un ami de promotion qui lui travaillait aux éditions du label Infine, label de musique électronique notamment de Rhône, qui à l'époque avait été fondé par Agoria, et Alexandre Kazak et Yannick Matrey. Martin Delemazure, du coup, mon camarade de promotion qui travaillait aux éditions d'Infine, me dit tiens, voilà, je vais quitter Infine, je vais partir chez Gaumont pour m'occuper de la musique. Ils vont chercher quelqu'un. Gaumont Cinéma. Gaumont Cinéma, ouais. D'accord. À l'époque. Ok. Et moi, je suis à ce moment-là en tournée avec Gaby Moreno à Paris. En février 2012. Et je viens rencontrer Alexandre Kazak et Yannick Matrey de Infine. Je leur fais part de mon parcours au final assez maigre, mais de cette expérience d'entrepreneuriat dans les éditions. Voilà. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que ma meilleure carte de visite, c'était celle-ci. C'était l'autonomie, l'indépendance et le fait que j'ai monté une boîte. C'était devenu mon meilleur atout. C'est ça. C'était un condensé d'expérience en 2 ans quand même. Enfin, c'est assez maigre, mais c'est hyper riche d'expériences, de rencontres, d'apprentissage, d'échecs du coup, et de remise en question. Exactement. Donc, c'est hyper riche en 2 ans. C'est un condensé énorme. Exactement. Et ça a été ma meilleure carte à jouer. Et meilleure expérience sur le CV, quoi. C'est ça. Qui était maigre, mais qui avait cette ligne-là. Et du coup, je commence à travailler chez Infine au mois de mars. D'accord, 2002, en tant que salarié. En tant que chargé de développer les éditions et la synchro, de prendre la continuité de mon camarade Martin. D'accord. T'aurais pas voulu partir chez Gaumont Cinéma, du coup?
Je me suis dit que j'allais suivre encore les traces de Martin par la suite, ouais. Ouais, C'est que le jour où il partirait de Gaumont, peut-être je partirais aussi chez Gaumont. Non, c'est ça. C'est la chaise musicale au niveau des postes, en fait. il y avait un peu de ça, mais non, j'étais pas du tout comment dire, ni jaloux ni envieux ou quoi. Il y avait Mhm. vraiment ce côté, tiens, j'ai une opportunité de revenir dans la musique. Il se trouve que c'est de la musique électronique encore, Mhm. De donc l'édition. de l'édition, et c'est exactement ce que je compte faire. Donc, on va emmagasiner encore un peu plus d'expérience avec avec un joli label qui a une très très belle carte de visite, une Mhm. belle renommée aussi. Donc c'était c'était un cadeau, quoi. C'était tout Bah oui. bonus pour moi. Donc je quitte Lyon pour le coup Ouais. et j'arrive à Paris et je me plonge à fond dans le catalogue de Infine et tout le réseau du coup que j'avais commencé à développer avec Keep in Touch me revient de Mhm. façon complètement naturelle, mais en plus maintenant avec un très beau catalogue à proposer et à défendre. Bah oui. Ok. Voilà. Et ton partenaire de Keep in Touch, lui, il est passé où? Et ben entre-temps aussi, lui, justement, il s'est dit, tiens, je vais aller vivre d'autres choses et il est parti travailler au Canada, au Québec. D'accord. Et il a commencé à travailler dans une librairie musicale qui s'appelle BAM au Ok. Québec. Et voilà. Et D'accord. il est toujours au Québec. D'accord. Il a Ok. changé de structure entre-temps, mais on s'est dit qu'on allait profiter un peu de ces opportunités et de prendre plein d'autres expériences maintenant. Mhm. Et on s'est souvent fait la réflexion que avec les années, par exemple, voilà, si on avait voulu, c'est maintenant, au bout de 10 ans de travail dans l'industrie musicale, qu'on Mhm. devrait se remettre ensemble quelque part comme un vieux couple et fonder une boîte Oui. avec notre réseau, mais qu'on n'en serait pas là non plus si on l'avait pas fait dès le départ. Oui, bien sûr. Donc on a peut-être pris les choses à l'envers et en même temps, si on les avait pas prises comme ça, on n'en serait pas là. On n'a pas encore réussi à trouver la bonne façon d'expliquer ce parcours-là, mais du coup, c'est cette ignorance et se, se lancer comme ça dans l'entrepreneuriat dès le départ a fait qu'on a réussi au final à construire l'un et l'autre des Mhm. carrières qui sont très honorables Tout à fait. dans la musique. Quoi. Oui, puis de toute façon, tu es encore jeune, hein. Si jamais vous souhaitez Oui, refonder une entreprise, c'est pas trop tard, hein, quand même. on y pense des fois, on en discute comme ça. Ouais. Oui, Bon. ça reste, pour l'instant, il est au Québec. Moi, je suis ici et on verra. La vie est faite de pleines de surprises. Bien sûr, et maintenant avec, enfin, on peut travailler à distance hyper facilement. Donc, je pense que même d'un point de vue géographique, ça pourra pas forcément poser de problème. Bien au contraire, ça Tout va à fait. rassembler vos réseaux intercontinental. Ça peut être cool. Ah, mais on se file encore beaucoup de coups de main comme ça. Ouais. Oui, oui, oui. Du coup, comme on est sur des projets où parfois on sait que l'un et l'autre, on a des choses en catalogue qu'on peut proposer plus facilement, on vient se chercher, on se donne des contacts. Ah bah lui, tu le connais pas, bah tiens, envoie-lui un mail de ma part, machin. Enfin, Ok. on est toujours très très connectés. C'est pas tous ces gens en fait rencontrés font partie, mais depuis la fac, hein, depuis Mhm. ma promotion de fac en master 2 à Lyon, c'est le noyau dur de mon réseau, quoi. Ok. Et, c'est les premières personnes auxquelles je m'adresse dès que j'ai une question ou dès que je cherche un contact sur un réseau spécifique. On fait appel aux fidèles amis. Bien sûr. Voilà. Ok. Hyper important quand même enfin, c'est important et très intéressant que même 10 ans plus tard, ce réseau soit toujours existant, que tu l'aies cultivé, qu'il a réussi à évoluer aussi avec ta suite de boulot, parce que bah, t'es pas resté que chez Infine. Moi, j'ai regardé un peu quand même ton profil LinkedIn, histoire de savoir à qui j'avais affaire jusqu'au bout. Enfin, ton parcours, il est top, quoi. Donc c'est Ah bah super merci. d'avoir pu faire évoluer tout ça. Enfin, chapeau, Mais c'est la base. Enfin, moi, je parle du coup en tant qu'entrepreneur, mais c'est vrai que quand j'ai lancé mon activité il y a 3 ans, je me suis créé moi aussi mon réseau d'entrepreneurs, pas forcément dans l'industrie musicale, aussi en dehors de l'industrie musicale, pour justement bien m'aider à sûr. résoudre des problématiques entrepreneuriales ou ne serait-ce que de mindset ou je suis en panique aujourd'hui ou je procrastine à mort, aidez-moi les copains. Voilà, et ce réseau-là, il est toujours là.
et il évolue et voilà. Donc non, c'est hyper important et ça permet d'avancer, de se construire et d'évoluer aussi dans sa tête, quoi, pas que dans sa vie. Donc c'est cool. Exactement, mais c'est vrai que tu mets le point sur quelque chose auquel j'ai souvent réfléchi, c'est que de voir ton parcours évoluer et puis les gens évoluer autour de toi permet, quand tu as en fait connu les gens, pas au plus bas, mais au plus petit poste possible, et que chacun petit à petit prend de l'essor, prend de la place, et puis tisse d'autres réseaux, d'autres connexions. Bah, le lien que tu as avec les personnes que tu as connues quand tu étais vraiment à la billetterie justement, il est d'autant Ou plus fort videur. quand exactement, il est d'autant plus intéressant et pertinent et fort quand tu te retrouves sur d'autres postes avec plus de responsabilités, parce que tu sais d'où vient la personne, C'est tu ça. sais ce qu'elle a traversé, tu sais à quel point elle a dû se bagarrer pour arriver là où elle en est, et que dans cette réflexion, il y a le fait que, encore une fois, avec sans être forcément intéressé ou purement, c'est ça, profiteur de chacun et de chaque situation, on peut faire les choses avec beaucoup de bienveillance et de sympathie. On ne sait jamais à qui on s'adresse C'est ça. et ce que vont devenir les gens. Donc, garder toujours à l'esprit que on est tous là pour travailler et que à un moment, peut-être quelqu'un que tu as connu dans un endroit plus sombre au fin fond de l'Ardèche, dans une cave punk, va se retrouver dans un label, où à un moment tu vas avoir peut-être d'autres choses, d'autres possibilités de travailler et d'échanger avec cette personne-là. Et c'est toujours hyper intéressant justement de voir les parcours de chacun et d'emmagasiner l'expérience, de les échanger avec les autres, et puis de continuer à consolider des relations qui ne sont pas que professionnelles, qui peuvent être aussi très amicales. C'est ça, et j'ai l'impression aussi que ça cultive le respect que tu dois avoir envers l'autre, parce que tu ne sais pas qui il est et ce qu'il a fait avant pour être là devant toi. L'humilité, parce que chacun parcourt une histoire et qu'on vient avec sa petite valise et on ouvre comme on peut, et des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. C'est ça. Et puis un chouïa d'humain et d'authenticité, c'est-à-dire que on est tous des êtres vivants avec un parcours et des ambitions, et que ça se nourrit des uns des autres, quoi. Donc, faut garder ça en tête pour ne pas toiser n'importe qui. Effectivement, le petit gars au fond de sa cave en Ardèche, peut-être que c'est une future rockstar, et non pas être intéressé sur le fait que ce soit une future rockstar, mais être intéressé par son parcours de la cave au Stade de France, quoi. Exactement, c'est exactement ça. C'est garder à l'esprit que les gens en fait ont plein d'étoiles aussi dans le cœur et dans les yeux, et peuvent faire de très grandes choses, et que sans encore une fois chercher à en profiter, il y aura peut-être d'autres opportunités qui vont se créer à un moment, Bien et sûr. qui seront d'autant plus pertinentes et intéressantes, parce que quand les gens se rappellent de toi et que tu les as connus à des moments comme ça, et que on s'est gardé quand même quelque part dans le coin de l'esprit de la sympathie, de la bienveillance et de la gentillesse, et tout de suite les choses deviennent plus faciles par la suite, quoi. Bien sûr. Bien Ouais. sûr. Je pourrais parler de ça pendant des heures. Mais on va Ah revenir oui, un petit oui, peu oui. sur toi, sur ton parcours. Parce que tu vois, du coup, c'est ça aussi l'objectif du podcast, c'est de pouvoir se nourrir des parcours des personnes qui sont là avec moi, et donc que ça puisse être inspirant, que même ton échec, qui peut être un échec sur le papier de Keep in Touch Music, n'en est pas un. Donc voilà, que ce soit inspirant et que ça donne du courage et que ça donne envie, quoi. Encore. À fond. Il y a cette phrase que je garde toujours un petit peu comme dans un coin de ma tête, qui est très connue, hein, mais qui était de Nelson Mandela. Il disait je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Absolument. Et c'est quelque chose que je dis souvent aux gens qui veulent tenter des choses, c'est que globalement, on n'a rien à perdre, jamais. Les choses on se met parfois une espèce de sacro-sainte pression sur le premier pas pour essayer d'aller avancer vers ce qu'on a vraiment envie de faire, et que quand on y réfléchit bien, les risques sont très souvent minimes, et que ça vaut le coup de tenter, parce que quitte à se vautrer, au moins tu auras vécu quelque chose, tu auras vécu une expérience qui va te servir pour la suite. C'est ça. C'est ça. Je ne peux être que d'accord. Et
tu vois, c'est pas un hasard aussi où ce podcast, j'ai quand même mis un an et demi à le lancer. C'est que Bah, c'est c'était ça, hyper difficile de lancer ce truc qui me portait énormément, puisque généralement, quand ça parle de soi, quand c'est quelque chose qui vient des tripes, c'est le plus difficile parce qu'on a peur d'avancer, de se planter, de le bien sûr, montrer. Et finalement, qu'est-ce que j'allais risquer? Au pire, de ne pas être écoutée. Et après, c'est pas grave, tu c'est vois. ça. Non, non, Et donc, je suis mais écoutée, donc je suis tu as contente. bien fait. Tu as bien fait de suivre cette flamme et de faire ton premier pas, faire le premier pas qui permet maintenant d'en être là et puis qui nous permet d'avoir cette discussion. Et moi, je trouve ça génial, quoi. Bah, cool. Cool. Et tu vois, du Vraiment. coup, on discute et ça peut aussi cultiver du réseau. Et tu connaissais déjà des personnes avec qui j'avais déjà discuté. Donc voilà, ça crée aussi des petites bulles, des échanges, ça peut créer de belles choses aussi par la suite. Donc c'est assez cool. Moi, je suis contente, quoi. C'est assez cool. Cool. Bah, super. Alors, on repasse sur toi, du coup. Ah, Infini Records. tout à Ensuite, fait. que se passe-t-il? Alors, in fine, ça dure pas loin de 5 ans. D'accord. Hein, c'est extrêmement enrichissant. Je travaille avec des gens brillants et passionnés Mhm. qui développent des projets et des artistes qui sont vraiment incroyables, quoi. Enfin, du Harandel, du Bachar Mar Khalife, Rhône, Ok. qui monte en puissance à ce moment-là. Ouais. Donc vraiment, je suis en pleine, comment dire, je suis très très fier de porter l'étiquette et de porter l'étendard de Infine Mhm. le plus haut possible. C'est pas évident parce que on travaille avec les agences et le cinéma et tout le monde est unanime pour reconnaître la qualité des productions du label. Mhm. Mais à la fin, il y a toujours un client qui décide et qui connaît pas et qui sait pas, etc. Et donc c'est c'est pas toujours facile de conclure D'accord. les deals, notamment en synchro. Ok. Mais on perd pas la flamme. Et puis, à l'époque, Alexandre Kazak, donc un des fondateurs de Infine, Oui. est aussi le représentant de Warp en France, D'accord. le bureau Warp. Ok. Alors, Warp, pour moi, qui à l'époque, en mettant un tout petit peu les pieds dans la musique électronique, voit Warp comme une espèce de grande chimère, enfin quelque chose, un monstre mythologique, quoi. C'est Oui. le label ultime de la musique électronique, la référence pour tellement de gens et tellement de musiciens. Déjà de côtoyer quelqu'un qui est proche de Warp, Mhm. donc Alexandre Kazak et Marine De Bruyne à l'époque qui s'occupait du bureau France, et donc d'être dans T'avais les de quoi mêmes être fier, bureaux. hein. Il y avait vraiment ouais, une notion de fierté, Ouais. d'être dans ces sphères-là, quoi. Ok. Et puis c'est une légitimité, c'est de se dire je suis dans le juste, je suis dans le vrai, j'avance vers quelque chose qui me parle et qui parle pas qu'à moi, quoi, aussi à d'autres Oui. gens. Mhm. En tout cas d'un point de vue professionnel, parce que si je fais le parallèle avec quand j'explique ce que je fais à ma famille encore à l'époque, c'est flou. Enfin, je veux Oui. dire, c'est Warp Records. Pour moi, c'est mythologique. Mhm. Pour mes parents, c'est un label de musique électronique, des gens qui font la teuf à 3 heures du mat, enfin, qui savent, Ouais. et c'est normal. Je veux dire, il n'y a pas de problème, quoi. Mais il y a ce fossé de reconnaissance, d'estime et de grand public. Il y a Ok. plein de choses comme ça qui se joue. Mais moi, je suis Mhm. hyper fier, en tout cas d'un point de vue professionnel, de côtoyer ces sphères-là, d'être avec Infine. Et Warp, à ce moment-là, cherche quelqu'un pour développer la synchro en France aussi. D'accord. Et par le biais de la connexion avec Alexandre, du coup, forcément qui a la double casquette, je me retrouve à représenter le catalogue Warp en France en synchro. Tout en étant encore chez Infine. Tout en étant chez Infine. En Trop gros, bien. on juge que c'est deux catalogues qui sont complètement connexes et qui peuvent se nourrir mutuellement Mhm. dans des propositions de synchro et de musique à l'image. Donc, Super. je suis ravi, je suis aux anges. Tu Alors, m'étonnes. pareil, c'est un travail de longue haleine, Mhm. mais incroyable, quoi. Quelques déplacements à Londres, beaucoup de concerts, toujours. Et, euh, et puis, ça ouvre aussi d'autres portes et d'autres connexions. Mhm. Bien sûr. Parce que déjà, j'étais arrivé avec la carte Infine, je rajoute la carte Warp, Mhm. forcément, ça fait briller un peu les yeux et il y a des portes qui s'ouvrent d'autant plus facilement. Oui.
parce qu'on arrive avec des têtes d'affiche, du FX Twin, du Boards of Canada, des noms qui claquent un peu comme ça. Donc T'as une chouette image de marque, quoi, à ce moment-là. Complètement. Je veux dire, en tant que juste commercial comme ça de musique à l'image, je suis hyper fier des catalogues que je représente, quoi. Trop bien. Et donc c'est mortel. On continue de développer la relation Warp in fine à ce moment-là, avec un deal à l'international de représentation des éditions de Infine par Warp. Ok. Donc comment dire, la relation entre les deux labels, entre les deux catalogues, fusionne est presque, d'autant plus quoi. forte. Tout à fait. C'est-à-dire que voilà, moi je représente Warp, pas au niveau des éditions juste de la synchro en France, mais Warp va représenter Infine en synchro et va gérer les éditions. Et puis il y a aussi un deal avec le label. Donc il y a quelque chose, voilà, qui se fait très naturellement. Ok. Qui fait que on travaille un peu de front avec les deux équipes. Et ça donne que je pars à ce moment-là en tournée avec Rhône. Enfin, je profite d'une tournée de Rhône aux États-Unis et au Canada pour aller voir les bureaux de Warp et donc de nos partenaires et nos sous-éditeurs à New York, à Los Angeles, et continuer un petit peu du coup de développer tout le réseau que j'avais déjà mis en place encore avec Keep in Touch Music, de supervision musicale, de gens rencontrés en festival, en salon, et puis maintenant de partenaires avec Infine et Warp. Ok. Donc, autre expérience où là je mets encore du tour management un petit peu, parce que mine de rien, c'est aussi ça qui est toujours intéressant, c'est que dans cette idée de ne pas se scléroser uniquement à une seule activité et avec le parcours et la vision que j'ai de tous les autres métiers, ça permet de rester en mouvement, d'être dans d'autres choses, de se dire que tiens, je m'occupe des éditions de la synchro, mais on va partir en tournée, et donc là on va aller encore plus sur le terrain, voir les gens avec qui on bosse et essayer de connecter physiquement avec les gens, parce que quand on échange d'un point de vue virtuel, par mail et de temps en temps par téléphone, rien ne vaudra jamais une bonne poignée de main et un café et boire une bière en sortant du taf et un concert, clair. Inviter des gens pour voir ton artiste qui joue en concert chez eux. Donc, c'est le cœur du truc, quoi. Bien sûr. Ok. Donc voilà. Ok. Et après et alors après, Warp, ça dure 3 ans au sein de 5 ans de Infine. Ok. Et j'arrive à un moment quand même où j'ai envie d'autre chose. J'ai envie d'autres expériences, où je commence à vieillir un petit peu. Donc T'avais quel âge? J'avais quel âge? Je n'étais pas très vieux, hein, mais. Ouais. Me dis pas 28 ans. Non, mais voilà, je devais avoir, je sais pas, 32 ans, quelque chose comme ça. Oui, effectivement, très très vieux. Pas très vieux, mais ça fait 5 ans déjà que je suis chez Infine. Oui. Je commence à avoir envie d'autre chose, en fait. Et puis ça devait être aussi un gros rythme. C'était un bon rythme, oui. Et puis j'aspirais juste à un tout petit peu plus de confort aussi personnel dans ma vie, avoir le temps un peu pour moi de faire d'autres choses, de découvrir d'autres choses, toujours rester un petit peu en mouvement. Et donc voilà, je suis une période de réflexion où je me dis voilà, il faut que j'aille apprendre un peu encore d'autres choses. D'accord. Et à ce moment-là, un ex-camarade lyonnais qui connaissait B-Records, Olivier Beaugrand-Gibault, qui à l'époque était tourneur, qui avait sa structure de tournée d'artistes qui s'appelait Caravelle, avec lequel on avait failli travailler à l'époque où j'étais chez B-Records pour un artiste en particulier. Et inversement, lui avait des artistes et développait des projets qui cherchaient de la visibilité en synchro et en musique à l'image. D'accord. Donc on se connaissait comme ça. Me dit tiens, voilà, je vais monter un label avec Caramba Spectacle et on cherche quelqu'un. Et donc tu tombes à pic. C'est exactement ça. On cherche quelqu'un et il savait pas bien qui il cherchait. Et moi, je lui dis à ce moment-là, c'est d'ailleurs comme ça que ça a commencé, je lui dis tiens, j'ai envie de partir. Et il me dit bah tiens, moi je cherche quelqu'un. Voilà.
Ok. Et comme il connaissait mon parcours et qu'il me connaissait depuis Lyon et mon cercle premier Ouais. de réseau, Mhm. et qu'il a vu mon parcours, encore une fois, qui m'a vu évoluer, et il me dit, voilà, je monte un label et je vais chercher quelqu'un pour s'occuper du label et des éditions. Toi, tu as le réseau des éditions et de la synchro, bah, tu vas apprendre à faire du disque. Et puis voilà. Ok. Trop bien. Et je me dis, parfait, très belle opportunité, CDI, etc. Enfin, donc un peu de plein de, ça coche toutes les cases, ça coche la L'apprentissage, nouveauté, le ça coche confort, ouais. l'apprentissage, le confort, ça coche, j'apporte mon expérience et ce que je sais faire et mon Mhm. réseau. Enfin voilà. Donc on est toujours dans une belle évolution et je Le saisis hasard cette fait bien les opportunité. choses dans ton parcours quand même à chaque fois, hein. Et ben, les rencontres en fait. Ouais. Euh, Tu vois, on évoquait les rencontres premières et les évolutions de parcours de chacun. Mhm. Et ben, quand tu as été, comment dire, pertinent, juste, bienveillant avec des gens, encore une fois, à l'époque où on était tous tout petits, et puis que chacun grandit et qu'on avance dans nos parcours et qu'on doit se recroiser, ça fait naître d'autant plus d'idées, d'opportunités. Bien sûr. Donc Olivier, qui lui à l'époque s'occupait par exemple d'un artiste indien, il avait créé, qui s'appelait Slojo, c'est une histoire D'accord. complètement dingue. Slojo and the Ginger Accident, un D'accord. guitariste lyonnais qui a rencontré quelqu'un qui vivait dans la rue, un vieux monsieur qui vivait dans la rue, qui avait 60 ans passés, et qui chantait, et ils ont tapé le bœuf ensemble, ils ont enregistré ça a cappella, à l'époque sur un mini-disque, ça arrive dans les mains d'Olivier, qui trouve ça mortel, qui en fait un disque qui arrive dans les mains de Jean-Luc Brossard au Transmusical, qui dit ça va ouvrir les trans, et qui retourne chercher ce mec en Inde, Slojo, et qui démarre une carrière en 2009 avec un premier concert avec un groupe qu'il connaissait absolument pas au Transmusical. Donc là, Mhm. on est en 2009, et moi, quand Olivier développe Slojo, je développe ma structure de synchro, et il me passe les 4 premiers titres de Slojo en synchro. Ok. Donc c'est un truc que je vais défendre après dans les agences pour la musique à l'image, et c'est notre première touche, quoi. Mhm. Et quand 7 ans après, il monte un label dont une des sorties sera l'album de Slojo, et qui se rappelle que moi j'ai essayé de développer Slojo, mais dès le départ, quand Oui. lui vendait son histoire et prêchait sa paroisse avec pas grand chose, bah ouais, voilà, forcément c'est d'autant plus pertinent. En fait, ça se fait naturellement parce qu'on se connaît, parce qu'on s'apprécie, parce qu'on a évolué chacun dans nos parcours, et qu'on s'est jamais perdu de vue en restant connecté au réseau, dans les salons, les printemps de Bourges, les Midem, etc. Et que, Mhm. bah, on vivote dans cette sphère-là, donc on a toujours un œil les uns sur les autres, quoi. Bien sûr. Et voilà. Et quand un projet naît, comme monter un label avec un gros tourneur comme Caramba Spectacle, et qu'on se croise, et puis qu'on arrive au bon moment, mais c'est l'histoire de la synchro, hein. C'est les bonnes rencontres au bon moment, c'est la bonne musique sur la bonne image, avec la bonne personne. C'est ça. Il C'est y a, il y a être des synchro tout le temps partout, en fait. Dans ta vie, t'es synchros, synchro. mais c'est exactement ça. C'est une réflexion que je me suis souvent faite, parce qu'il y a une part de chance, Mhm. évidemment, sur rencontrer les bonnes personnes. Mhm. Mais, et sans rentrer dans des grands mantras philosophiques, hein, ça se provoque, ça Bien se sûr. travaille. Et la synchro, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on n'a jamais de certitude qu'un morceau va finir sur le film sur lequel on travaille, Mhm. ou sur la publicité pour laquelle on est sollicité. Mais on essaye de maximiser les chances. Bien sûr. Avec le réseau, avec les artistes, on essaye de donner toutes les opportunités, toutes les possibilités pour faire en sorte que ça puisse arriver, en gardant à l'esprit que si ça n'arrive pas, c'est normal presque. Ouais. C'est pas grave, c'est pas grave. Par Ok. contre, on travaille la chance euh, comment dire, comme une matière, quoi, comme une matière première. On travaille le réseau, on travaille l'opportunité que ça puisse arriver. Et ça marche pareil avec les relations humaines, c'est-à-dire qu'en restant, encore une fois, sympathique, bienveillant avec tout le monde sur toute la chaîne, bah, ça crée d'autant plus d'opportunités, de possibilités quand d'autres événements arrivent plus tard et que les gens, chacun, ont évolué entre-temps. Je parle beaucoup, hein, je suis désolé. Non, non, mais franchement,
En même temps, je prends la note parce qu'il y a des phrases, elles sont top et je vois déjà le titre de l'épisode. Donc, je note des choses et j'ai des questions. En plus, c'est bien parce que tu vois, j'ai préparé des petites questions et tout. Et au fur et à mesure que tu parles, je coche mes questions. Ça, c'est bon, c'est répondu. Ça, c'est bon, c'est répondu. Tout va bien. Donc, c'est bon, ça suit un fil. Je suis contente. Mais j'en ai une quand même de questions. Est-ce que tu sais à peu près combien de titres sont proposés quand il y a un appel d'offres justement pour une synchro, pour un film, une pub, etc. Aucunement. Non, malheureusement ou heureusement, je sais pas du tout. Ça Ouais. dépend de chaque personne qui est à la recherche de musique. Mhm. Ce sont des gens qui sont extrêmement sollicités, qui reçoivent beaucoup de musique. Mhm. On peut pas tout écouter tout le temps et écouter tout le monde, donc je sais pas du tout. D'accord. Peut-être il y a une notion encore une fois de chance, hein, parce que si tu tombes vite sur le morceau que tu cherches, ou si tu sais à quelle porte toquer pour avoir à peu près l'univers de ce que tu recherches, Oui, tout le monde gagne du temps, hein. bien sûr. J'ai vu des projets. Moi, j'ai peut-être cet exemple-là qui peut te servir. Un projet qui a mis très très longtemps pour une marque de luxe D'accord. à aboutir parce que plus les projets ont d'argent et sont importants, plus il y a de décisionnaires Oui, de dans, risques et de gens frileux. dans la chaîne et de gens qui veulent pas, et qui Mhm. veulent que si, mais en fait non. Bah en fait, on va revenir au premier choix qui était le très bon dès le départ. C'était voilà, ça peut partir dans tous les sens. J'ai vu des projets comme ça aboutir au bout d'un an avec des gens qui ont proposé plus de 600 versions et donc et pour revenir au final à quelque chose proche de ce qui était proposé au début. Waouh. Mais là, on est sur quelque chose, sur des projets énormes de très grandes marques, luxe, D'accord. etc., quoi. Et donc, qu'est-ce qui motive dans ce genre de gros projet? C'est le budget? Parce que, enfin, au bout de 600 retours, 600 versions, c'est comment ne Bah, c'est pas baisser les ça, bras, quoi. c'est ça la carotte. Alors moi 600, moi j'ai pas eu affaire à ces 600 choix. Moi D'accord. j'étais de l'autre côté de la barrière à proposer de temps en temps quelques choix pour que ça puisse aboutir. Mhm. Mais ceux qui étaient à la supervision musicale de ces projets-là, oui, au bout d'un moment, baisse pas les bras, mais bah du coup, d'abord ils y vont avec leurs propres moyens, et puis au bout d'un moment, ils voient que ça tourne en rond, donc ils vont faire appel aux copains, voire aux concurrents Mhm. qui sont des copains aussi, hein, pour dire Bien sûr. aidez-nous quoi. Enfin, on s'en sort pas, on s'en sort pas avec ce projet, avec ce client. Donc toute la place musicale parisienne, française ou mondiale peut être mise à contribution Ok. pour qu'à un moment il y ait le titre ou le déclic ou la personne, que toutes les planètes s'alignent pour dire ok, on y va, c'est parti. Bien sûr. Et donc, au bout de 600 références, bah, on n'en a plus rien à foutre. Enfin, je veux dire. Ouais. Euh, non, Ouais. mais c'est ça. À part le fait de voir le truc aboutir, je pense que tout le monde s'en cogne. Mm. Il n'y a que le client qui sera servi et ce sera très bien. Au moment où à la 600e fois, il y a un truc qui est validé, mais t'as envie de te descendre la bouteille de champagne seule, quoi. Tu dis, ça y est, enfin, c'est fini, ce truc. Ah bah, ouais, c'est ça. Même pas. Je pense que t'as envie de plus en entendre parler pendant un Ouais, moment, quoi. possible aussi, effectivement. T'as envie d'aller voir autre chose ailleurs, d'écouter Ah, d'autres là, tu vas élever des musiques, lamas en de Ardèche, voir quoi. d'autres images. Ouais, c'est ça. C'est juste faire d'autres projets, quoi. Ouais. T'écoutes plus de musique, tu veux plus rien faire, c'est bon, c'est terminé. C'est bon, Ah, c'est c'est ça. fini. C'est genre, prends un bouquin, un bain et laissez-moi tranquille, quoi. C'est ça. C'est ça. Mais ça, c'est des projets qui se sont étalés sur vraiment des grandes périodes, quoi. Ouais. C'est pas la norme. Donc vraiment après le nombre de morceaux qui peut être envoyé par projet, c'est très aléatoire. Des gens savent très bien ce qu'ils veulent dès le départ, et donc dans ces cas-là, on ne fait que répondre à des souhaits. Et on fait en Mhm. sorte que tout le monde s'entende. Mais c'est plus les projets sont gros, plus il y a de gens, et donc plus il faut convaincre de gens plus il y a d'échelons comme ça. Bien sûr. Ça peut être parfois long, fastidieux, insupportable. Ouais. Ok. Après, moi, de mon côté, vraiment, une fois que j'ai envoyé et que mes contacts sont contents, le morceau et le projet fait sa vie. Mhm. Et si ça va au bout, j'en suis ravi. Quand j'étais chez Infine, par exemple, j'avais beaucoup plus d'attentes parce qu'on était un plus petit label, on avait
plus d'envie, plus de besoin, et qu'il y a un moment, on a envie que le projet aboutisse, quoi. Mmh. Maintenant, je me suis fait une raison et je sais que les choses sont indépendantes de moi, et que la décision finale ne me revient pas, donc je me mets plus la rate au courbouillon avec ça. OK. Mais du coup, cette prise de recul, c'est sans doute parce que maintenant, bah, ça fait 10 ans que tu es aussi dans ce métier-là et Tout à fait. que tu apportes, selon un pitch, une proposition, tu apportes ce que tu penses être bon pour le projet, bon pour le client. Après, c'est plus de ton ressort. C'est ça. Moi, je fais au mieux. Je donne tout ce que j'ai avec les meilleurs arguments et les meilleures musiques que j'ai en catalogue, Mmh. et j'y apporte ma sympathie, ma bonne humeur et tout ce que je peux pour que la personne qui soit en charge de la musique soit contente de ça. Mmh. À un moment, ça, c'est plus dans mes mains, donc, et c'est plus dans ses mains non plus. C'est dans Ouais, les mains d'un client qui fera son choix. Donc, je lui donne les meilleurs arguments pour créer cette opportunité. d'accord. C'est vrai que depuis le début de notre discussion, on n'a pas forcément fait de point au niveau des éditions, de la synchro, un peu de fonctionnement, mais c'est parce qu'aussi avec Xavier Collin, dans un des premiers épisodes, on a fait beaucoup de points, beaucoup de retours là-dessus. Donc pour les personnes qui nous Tout à écoutent, si vous avez fait. des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou même à contacter directement Pierre-Marie. Mais il y a beaucoup de réponses dans l'épisode avec Xavier. Mais moi, j'avais quand même une petite question euh, en termes de synchro, parce que alors tu as une casquette d'éditeur, mais tu t'occupes aussi de placement de synchronisation. Est-ce qu'il y a aussi ce spectre du contrat de préférence dans des synchronisations, c'est-à-dire un contrat entre l'artiste et ton label pendant 5 ans, ou c'est simplement par titre en fait? Comment ça fonctionne? Alors, tout est possible. Le contrat de préférence a plus de sens en termes de développement de carrière quand D'accord. il y a un deal avec un label en même temps, je Ok. pense. Donc, voilà, chez Infine, pour développer certains artistes, ça devenait beaucoup plus pertinent dans la mesure où derrière il y avait la vente du disque et le Mhm. développement du projet discographique avec avec les éditions. En D'accord. termes de synchro pur et dur, maintenant par exemple que je suis chez Sésame, qui fait de l'édition, de la librairie musicale et de la représentation synchro, Oui. la préférence n'a pas de sens. D'accord. N'a pas de sens particulier. On travaille avec des artistes qui créent des projets, qui créent des œuvres qui seront destinées à la synchro. Mhm. Tout le monde en est au courant dès le départ et on est très content. Et donc il y a beaucoup moins d'intérêt. Enfin, personne cherche à verrouiller personne en fait. D'accord. En fait, quand on cherche à verrouiller, on se crée aussi une exigence et une obligation de résultat beaucoup plus forte. Mhm. Quand on laisse les gens libres de faire un peu ce qu'ils veulent où ils veulent, et puis qu'on travaille très bien les projets sur lesquels on collabore, euh, plus c'est libre, en fait, plus c'est simple. Hein. Bien Il sûr. faut le faire avec des gens de confiance et travailler sérieusement. Et puis là, c'est la meilleure carte de visite au final. Dès qu'on cherche à Oui. verrouiller les choses avec des contrats, on s'impose aussi beaucoup de choses et d'obligations, Mhm. là où en fait il n'y a pas forcément besoin, je pense. Oui. C'est vrai que c'est très intéressant aussi cette façon de voir les choses en termes de contrat. Par exemple, j'ai suivi la formation profession manager en septembre dernier à l'IRMA et la Mhm. première journée a été dédiée au juridique et à la contractualisation de l'artiste et le manager. Alors moi, je suis ces formations-là pour justement mieux me rendre compte de l'écosystème dans l'industrie musicale puisque j'accompagne divers artistes à divers endroits de leur projet, que ce soit en communication, en marketing ou en visuel, en branding, etc. Mais aussi des fois simplement dans le conseil. Et comme des fois j'ai des professionnels en devenir ou d'autres professionnels autour de moi, j'aime bien parler la même langue. Donc du coup, je m'intéresse et je me forme. Et c'est vrai que les intervenants à l'IRMA disaient bah oui, effectivement, il faut ce contrat-là, etc. À titre perso, j'en ai pas avec mes artistes. Et puis nous, on était tous là, genre ah ouais, mais alors pourquoi on a pris ça, pourquoi on a passé une journée dessus en fait. Et c'est simplement une base. Après, effectivement, c'est le contrat, c'est un papier, mais c'est la relation avec la personne en face qui prime à chaque fois. Et
la confiance et l'investissement et la transparence qu'il y a. En fait, je crois que c'est ça vraiment le meilleur contrat. Exactement, c'est ça, c'est exactement ça. Qui après peut être mis en forme de façon officielle à travers un vrai contrat, je veux dire, notamment pour les éditions. Voilà, quand on enregistre des œuvres pour pouvoir les travailler, il faut bien qu'on puisse les déposer à la SACEM et puis Bien sûr. mais que le premier contrat, c'est celui qu'on passe avec l'artiste sur le fait de se faire confiance pour faire les choses bien, quoi, tout simplement. Oui. Et maintenant, justement, les artistes sont eux-mêmes tellement mieux informés, plus formés sur la nature des contrats, ce qu'ils peuvent exiger ou pas d'une relation professionnelle. Oui. Et en fonction des objectifs qu'eux-mêmes ont. Donc au final, il y a de moins en moins de soucis à ce niveau-là, je pense. Oui, d'où l'importance d'avoir en meilleur ami Google ou n'importe quel moteur de recherche, mais de vraiment s'informer et de savoir quels sont les droits, les devoirs de chacun et comment est-ce qu'on est dans la relation, quoi. C'est ça. Et à la fin, si on s'entend plus et que chacun veut reprendre ses vies, quand la relation s'est bien passée avant, ça pose pas de problème, quoi. Bien sûr. Ça devient d'autant plus facile de se libérer d'un contrat aussi, si jamais les gens sont pas contents, quoi. Ouais. Ou si simplement d'autres opportunités arrivent, tu vois, les choses peuvent arriver. Mais on a des artistes qui à un moment signent des titres en librairie et puis aimeraient pouvoir les développer avec d'autres personnes sur un disque. Donc faut le retirer de notre catalogue. On fait ça de façon sympathique, bienveillante, pour que tout le monde puisse avancer dans ses projets sans problème, quoi. Ok. Comment est-ce qu'un artiste peut proposer ses morceaux justement pour que ça rentre dans ta librairie, dans une librairie en général? Comment ça fonctionne? Il y a plein de façons. De ce que j'ai pu en voir en général, alors il y a déjà le cercle premier, les accointances, évidemment, un compositeur qui connaît un compositeur, qui présente un éditeur avec lequel il travaille, etc., etc. Des artistes qui peuvent toquer à la porte en disant voilà, moi je fais ça, est-ce que ça t'intéresse? Vraiment, hein, nous chez Cézanne, on essaye de travailler vraiment avec des gens qui sont très spécialisés dans leur genre premier. C'est-à-dire que si on fait un album de jazz, on travaille avec des jazzeux. Si on fait de l'électro, c'est avec des gens qui font vraiment ça et pas spécialement des gens touche à tout. D'accord. Qui font un peu de ça, ou alors tiens, je peux te faire un truc électro en rajoutant des synthés, etc. C'est non, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que t'aimes faire surtout? Ok. Et donne-nous quelque chose avec de la substance et avec du corps et du cœur, comme tu le ferais pour toi, quoi. Donc après, les DA qui sont au sein de Cézanne jugent de la pertinence d'intégrer certains morceaux ou certains artistes à notre catalogue. Et ça peut aller dans tous les genres et dans tous les styles. Il n'y a pas de modèle particulier, en fait. C'est encore une fois avoir un peu d'abnégation, parce que parfois un premier morceau envoyé ne suffit pas pour juger de la qualité ou de la pertinence du travail d'un compositeur. Donc c'est entretenir ce réseau-là, c'est dire voilà, je fais ça, est-ce que ça t'intéresse? Non, peut-être une prochaine fois. Qu'est-ce qui t'intéresserait? Enfin, c'est entretenir le travail pour réussir à comprendre ce qu'attendent les gens et ce que veulent, je pense, les DA ou ce qu'ils recherchent pour catalogue. Et le plus il y a d'authenticité, de sincérité et d'originalité. Quand je parle d'originalité, c'est une vraie touche. Je veux dire, quelqu'un peut faire une musique complètement loufoque, barrée ou n'importe quoi. Plus c'est quelque chose qu'on n'a pas en catalogue, qu'on ne trouve pas facilement, plus ça intéressera. Bien sûr. Parce que des gens qui mettent un petit synthé, un ukulélé, qui sifflotent et qui mettent des claps, tout le monde en a. On en a tous. On sait le faire et il y en a qui le font très bien. Voilà. Par contre, si tu me dis que tu as un projet électro avec de la balalaïka et des tablas ou j'en sais rien et que tu as créé tout un univers de titres comme ça complètement hors norme, complètement inconnu jusqu'alors, ça intéressera d'autant plus.
Bien sûr. cultiver son originalité et ses forces plutôt que d'essayer de se fondre dans le moule de ce que les catalogues ont déjà et ce que les compositeurs pensent que les directeurs artistiques recherchent. Ok. Au sein de Sésame, il y a aussi donc du coup le label Nowadays. Est-ce que tu peux en parler un petit peu, s'il te plaît? Alors, c'est une relation Ok, particulière entre Sésame et Nowadays. Sésame est vraiment un éditeur et donc avant tout une librairie musicale, d'accord. mais par le biais du réseau professionnel qui a été créé par Sésame, Mhm. de gens qui recherchent de la musique pour de l'image, il y a forcément un intérêt à essayer de placer des artistes qui ont une carrière, une notoriété à côté. Oui, On peut faire de la synchro plus traditionnelle pour des projets qui seraient plus ambitieux, qui chercheraient des noms un peu plus costauds, d'artistes qui ont des carrières. Voilà, donc ça permet de répondre à d'autres projets Mhm. dans des cercles qui sont dans la synchro quoi qu'il arrive, quoi. D'accord, Et la relation avec Sésame et Nowadays vient du fait que Sésame, du coup, édite Nowadays, gère toutes les d'accord. éditions. Voilà. Donc, il y a forcément une filiation très naturelle avec aussi bien de la représentation synchro que je peux faire d'artistes du label, donc là on est Mhm. en synchro pur et dur, mais il y a D'accord, aussi des artistes de Nowadays qui vont créer des albums de librairie musicale d'accord, en parallèle de leur carrière et voilà, des artistes qui vont créer des albums, qui vont sortir des disques au sein de Nowadays, mais qui vont créer des œuvres qui vont être uniquement destinées à la librairie. d'accord. Ok, C'est un autre exercice de style qui en fait retire toute pression de vente de disques ou tout objectif commercial autre que faire de la belle musique avec des gens qui ont une touche particulière, quoi. d'accord. Et peut-être que ça peut aussi jouer un rôle dans la carrière, ou en tout cas même dans un développement artistique, que de pouvoir être écouté hors image artistique, en fait, peut-être. Complètement, complètement. Et puis, d'un point de vue même strictement économique, ça permet en fait de récolter aussi, d'avoir un fonds de roulement en termes de droits de D'accord, sa scène, de morceaux utilisés, et donc de pouvoir vivre de sa musique autrement que par sa carrière uniquement, par le prisme de la notoriété uniquement. oui, d'accord, ok. Est-ce que tu as une petite idée, par exemple, pour un morceau placé quelque part, une fourchette de tarifs? Est-ce qu'on paye pour mettre ce morceau et ensuite c'est les droits d'auteur qui vont nourrir le morceau? Comment ça fonctionne? Sur la librairie ou sur la synchro ou, Les deux, allons-y. les deux. Euh, Nous, la librairie, l'avantage de la librairie, c'est que pour peut-être faire cette distinction, je ne sais pas si elle a été faite dans d'autres podcasts, la synchro, c'est vraiment voilà, détourner une œuvre de son usage originel, Mhm. du disque, du live, de ce pourquoi elle a été créée, pour l'adosser à une image, pour un film, pour une publicité, à une marque, à une autre. Voilà, c'est une utilisation secondaire et commerciale Ok, qui fait que ça se négocie. Voilà, tu d'accord, détournes l'œuvre de son intention première de création et tu vas lui coller une autre image dessus. d'accord, Donc c'est ça qui se paye. Tu payes du coup l'enregistrement, le master, tu payes les auteurs-compositeurs pour céder leurs droits sur une exploitation secondaire mhm. qui n'était pas ce qu'ils avaient Prévu au envisagé au départ. départ, qui n'était pas D'accord, prévu au départ. La librairie musicale a une sorte de dérogation qui fait que la destination est claire et nette. Dès le départ, ce sera fait pour habiller des images, de l'habillage sonore, pour de la synchro. ok, Donc les compositeurs qui viennent signer des albums chez nous savent que leur musique est de fait destinée à ça. d'accord, Donc on se passe du droit, on se passe, c'est pas qu'on zappe le droit moral, mais en gros, il est acté. ok, Donc on peut vendre la musique sans avoir à solliciter leur accord. d'accord, Et ça permet du coup de fixer des tarifs qui sont disponibles sur le site des Sésame en fonction de chaque utilisation. Si tu veux d'accord, une publicité euh, en France, pour la télé pour un an, je crois qu'on est à 1 500 €
pour l'achat d'un titre. Ok. Et parce qu'il est fait pour ça. Et donc, du coup, on l'a acté et chiffré comme ça dès le départ. Donc, tout le monde est Ok sur la même là-dessus. longueur d'onde. Ok. Là où après, du coup, sur une synchro d'un artiste normal, il y a ce jeu de négociation qui va avoir lieu derrière. Mhm. De cette notoriété, comment tu valorises la notoriété de l'artiste, la qualité du morceau, quels arguments tu peux mettre en avant pour faire en sorte que ton morceau, pour valider et justifier que ton morceau coûte tant Mhm. et voilà, et que ça date du coup à D'accord. ton budget. Et si le client a un budget qui ne colle pas avec cette ambition-là, à ce Mhm. moment-là, il s'adresse à la librairie et il sait combien ça coûte et il sait ce qu'il aura. D'accord. De toute manière, dans les deux cas, il y a forcément ensuite une génération de droits d'auteur. Exactement. Ok. C'est aussi Exactement. Et le important cœur de de le la préciser. librairie, en gros, c'est ça, la librairie, c'est vraiment dire, OK, la musique, on la vend moins cher, Mhm. mais derrière, elle générera les droits de la même façon pour l'éditeur, pour les auteurs, compositeurs. Mhm. Donc, il y a, comment dire, un vrai intérêt économique à pouvoir vivre de sa musique sans forcément chercher à vendre qu'un disque Oui. ou à jouer en live. Il y a des gens qui font ça, qui ne font que ça hein, en carrière, qui du coup touchent leur SACEM. Il y a des droits de synchro aussi hein, qui se Mhm. payent. Du coup, les 1500 euros, c'est la synchro d'un titre de librairie, par D'accord. exemple. C'est juste que c'est acté et que du coup, le but, c'est d'en faire le plus possible et d'avoir le plus de projets qui soient diffusés et donc de générer le plus de droits d'auteur possible. C'est du quantitatif, si je dirais, Oui. mais que je ne mets pas en opposition au qualitatif. D'accord. Voilà. Ça reste très qualitatif, c'est juste que c'est un usage particulier, que maintenant, il y a tellement de supports et d'utilisation musicale qui sont faites que peut y avoir des droits à récupérer sur beaucoup de territoires et de supports. Et donc, Ok. avoir un éditeur bien implanté qui travaille bien tout ça, et c'est un autre cœur de métier. D'accord. Ok. Euh, Qu'est-ce que tu aimes faire dans la musique? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui te porte? Qu'est-ce qui te motive encore aujourd'hui? Waouh, quelle Grande question, hein? vaste, très très vaste question. Non, moi je suis passionné par ce que je fais, par les artistes, par la musique que j'écoute, par Mhm. écouter de la nouvelle musique et par je suis toujours animé de cette flamme originelle, si je dirais, si je puis dire, tiens voilà, on va partir Oui. comme ça, d'avoir des images nouvelles sur lesquelles on me dit tiens, il faut mettre de la musique. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire? On cherche un peu quelque chose comme ça, et ce côté, euh, je vais inventer un mot, mais solutionneur un peu. Oui. Apporter une solution comme ça, musicale à quelqu'un qui en a besoin, ça m'éclate. Vraiment. C'est trop Déjà, chouette j'aime en beaucoup plus, hein? travailler. Ah ouais, il y a un côté très ludique Mhm. et je me considère absolument pas comme un. C'est bizarre, peut-être ce que je veux dire. Je suis un commercial de fait, mais moi je vends rien. J'aide des gens. Ok. Je jette des gens en jouant à chercher de la bonne musique, quoi. Oui. Tu vois, c'est déjà une Et différence de posture dans le commerce, dans la commercialité, si on peut dire ce mot-là. Mais tu aides, t'es pas juste là pour vendre. Et je pense que c'est ça aussi qui va faire la différence quand tu vas proposer un titre à quelqu'un. bah, Tu as une posture complètement, différente. complètement. Ça me crée une relation qui est particulière avec les gens qui viennent me solliciter Mhm. parce que en fait, on est là tous. Certes, on a des objectifs commerciaux, on a un travail à rendre, etc. Mais on est avant tout passionné de musique et quand on parle ce langage-là, avant de parler le langage du chiffre, Oui, tout le monde s'y retrouve beaucoup plus. bien sûr. C'est plus ludique, c'est plus sympathique. Faut avoir la lucidité de se dire il y a des projets qui sont pas faits pour nous, ou qu'on rate, ou qu'on n'aura pas ce qu'il faut, et c'est pas grave, et on se reparle la prochaine fois, et puis voilà. Et Mhm. puis l'avantage de la librairie, donc avec ces tarifs préfixés, c'est que justement cette négociation commerciale passe en second plan. Oui.
C'est-à-dire que du coup, on est là pour faire avancer un projet et essayer de faire en sorte que tout le monde ait ce qu'il cherche à la fin. Donc on joue, on cherche de la musique, on propose de la musique, on discute, on essaie de convaincre les personnes de dire: «Mais ce morceau-là est quand même vachement mieux, écoute-le bien» et puis, il y a ce côté-là qui reste, et qui m'anime dès le départ et ça combine en fait une passion pour la musique et puis pour les gens, tout Mmh. simplement, d'essayer de discuter avec eux, de les comprendre, et puis, de faire que tout tout ce temps qu'on aura d'échanges et de relations ensemble, sur un projet à un moment donné, soit une chouette expérience pour chacun. Absolument. Voilà. OK. Hem, J'aimerais faire un dernier petit point, pour Je les t'en prie. artistes qui nous écoutent, qui vont écouter le podcast puisque là, on n'est pas en direct. Heu, hem, Qu'est-ce qu'ils doivent faire, par exemple, pour, proposer leur musique, à une librairie? Est-ce qu'on te contacte toi? Est-ce qu'il y a des personnes dédiées au sein des labels ou des sociétés d'édition? À qui est-ce qu'on peut, faire écouter nos sons? Alors tout ce qu'on reçoit, passe entre les oreilles des directeurs artistiques. D'accord. Toutes les personnes qui cherchent à nous envoyer de la musique, heu, seront écoutées. Les OK. réponses peuvent être longues parfois pour dire, «Oui, non, merci, ça m'intéresse pas». Mmh. Mais comme nous, notre cœur d'activité, c'est de créer de la musique de façon un peu, massive et continue, on écoute tout ce qu'on nous propose et il n'y a pas de, comment dire? Il y a pas de brief particulier qui est envoyé à la terre entière pour dire, on cherche des gens qui composent, comme ci, comme ça, machin. Mmh. C'est, le relationnel qui va primer. C'est-à-dire qu'une première écoute, comme je disais tout à l'heure, n'aboutira peut-être pas, Mmh. mais il faut pas hésiter à relancer, D'accord. toujours gentiment et puis, à essayer de proposer d'autres choses, à Mmh. essayer de chercher, à comprendre, à savoir ce que les gens recherchent en ce moment particulièrement peut-être. OK. Hem et et on en revient aussi à autre chose, ne pas hésiter à solliciter la rencontre et à dire voilà, si on peut se voir, boire un café, discuter, comment vous fonctionnez, est-ce que je peux vous passer un truc? Le contact, on reste des gens, on reste des êtres humains et Bien qu'on sûr. on a besoin de se parler aussi et que ne jamais être, comment dire, c'est ce que je dis toujours aux gens, qui parfois, ont peur d'appeler, Mmh. c'est-à-dire qu'on est là pour appeler des gens qui travaillent. Si on les dérange, c'est pas notre problème. Enfin, je veux dire, on n'est pas censé les déranger. Ces personnes sont censées travailler. Il en va de même pour nous. Quand Bien les gens sûr. nous appellent, on cherche à répondre à leurs questions le mieux possible. Mmh. Ne pas se sentir illégitime à demander des réponses, des contacts et des choses comme ça, quoi. OK. Hem, Envoyer des morceaux qui sont sur un SoundCloud, ça fonctionne, tout va bien, il y a pas de c'est cool? Ah oui, oui, bien sûr. Après, OK. dans les méthodes maintenant, le SoundCloud, les liens, téléchargeables, streamables et téléchargeables, type, Mmh. Dropbox, Disco, ce genre de choses, sont Oui. toujours plus efficaces parce que, à un moment, c'est bien de pouvoir, quand on écoute quelque chose, qu'on se dit que c'est intéressant et pertinent et qu'on a envie de le mettre de côté, Mmh. on crée un dossier et du coup, on télécharge les morceaux et c'est plus facile, quoi. D'accord. C'est ce qu'il y a de plus chouette et puis, ce que je dis aussi régulièrement, éviter trop de blabla en fait. Ne pas, on a affaire à des gens qui, aussi bien en agence que les DA de librairies ou d'autres labels, qui sont très sollicités, qui écoutent toujours beaucoup de musique et Mmh. qui doivent, à qui on demande de rendre beaucoup de comptes en final, par rapport à ça. Le moyen enfin, faire le plus succinct possible. On n'est pas là pour faire du storytelling ou expliquer toute la genèse d'un projet particulièrement. Bien sûr. C'est la musique qui va parler, envoyer quelques morceaux bien sentis avec deux trois mots dessus. Pas la peine de faire des paragraphes trop longs que les gens ne lisent pas de toute façon. Oui, puis enfin, faut faire gagner du temps à tout le monde, hein, de toute manière. C'est ça. Et dans enfin voilà,
dans notre objectif de réussir à parler à un DA qui fait de la librairie musicale et pas de la promotion d'artistes. Donc du coup, essayer d'être concis et parler son langage. On ne cherche pas à développer des carrières, on ne cherche pas à envisager des albums qui vont sortir en disque. Donc, adapter son discours, je pense, en fonction de ce qu'on recherche. D'accord. Très intéressant. Et pour les futurs ou les nouveaux professionnels qui peuvent nous écouter, quel est ton meilleur conseil pour évoluer et construire son propre chemin, sa propre carrière au sein de l'industrie musicale? Eh bien, multiplier les expériences pour, je pense, avoir une bonne vision de chaque secteur, de chaque partie de cette industrie, qui est foisonnante de plein de métiers, de gens qui montent des scènes pour faire des lives, à des gens qui managent des artistes, à des gens qui éditent de la musique pour de l'image. Il y a beaucoup de choses à faire, donc ne pas hésiter à s'intéresser à tout ce qui peut être possible de faire dans cette industrie. Multiplier les contacts. Aussi, ne pas hésiter à solliciter les gens pour les rencontrer, même si ça paraît pas intéressant de prime abord parce qu'on n'a pas forcément de choses concrètes à discuter. Il y a des expériences à partager, il y a des contacts à prendre, il y a des passions à échanger aussi, tout simplement. Oui. On est là pour parce qu'on aime la musique et qu'on trouve ça chouette et qu'on a tous envie d'en vivre et de faire des chouettes carrières dedans. Et puis de l'abnégation, croire en soi. Oui, ça c'est essentiel, primordial, c'est le moteur. Ne pas se laisser décourager par les échecs, les refus, les non-réponses, mettre tous les atouts de son côté pour encadrer son projet le plus professionnellement possible et démarcher des gens. Vraiment, je pense que la rencontre est primordiale. On est une économie de réseau avant tout. Il faut chercher à rencontrer des gens, chercher à savoir qui sont les gens et ce qu'ils font. Et puis à un moment, voir quelles sont les opportunités, dans quelle porte on peut plus facilement glisser le pied et comment, sans être intrusif, sans être oppressant. Il y a toujours plein d'opportunités qui peuvent se créer simplement avec la bonne rencontre. Absolument. Je puis soi. Je ne peux que être d'accord. Enfin, j'enfonce des portes ouvertes. Mais oui, mais c'est important de le rappeler. Voilà. C'est pas parce qu'on est hyper digitalisé que une poignée de main, ça s'oublie, quoi. Même en tant que coronavirus, mais... C'est ça. Une rencontre, la rencontre sera toujours le meilleur des arguments. Absolument, c'est vrai. Est-ce que tu as des choses à rajouter, Pierre-Marie ? Ah non, c'est chouette, j'ai l'impression d'avoir beaucoup de choses. J'espère que ça sera intéressant pour les gens qui t'écoutent. Mais ça l'est, en tout cas, c'est pas en tout cas, c'est oui, ça l'est, et j'aurais voulu encore continuer comme ça pour avoir la suite de après Caramba Culture Live, après tout ça, mais bon, ça fait quand même 1h30 qu'on papote. Et j'imagine que tu as aussi des choses à faire. Et puis aussi, je pense à mes auditeurs qui vont être là, qui vont regarder le temps, tu sais, sur les plateformes de streaming, qui vont être sur Spotify, genre, ça dure 1h15, 1h20, mais comment je vais faire ? Donc voilà, j'essaye aussi de penser à eux. Le temps est précieux pour tout le monde. Donc je poserai peut-être en off d'autres questions, ou peut-être dans un prochain épisode, si tu veux continuer, peut-être que ça peut être la suite, tu sais, un peu feuilleton. Je mettrai les liens te concernant pour qu'on puisse te retrouver Sésame, pourquoi pas, qu'on puisse te contacter via LinkedIn si besoin, si des personnes ont des questions. Merci encore pour tout, Pierre-Marie. Vraiment, c'est top. Merci à toi, Justine, et puis à très bientôt. Bonne fin de journée, à très bientôt. À toi aussi. Ciao. Salut. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui souhaite se lancer dans l'industrie musicale,
Si vous aimez le podcast et son contenu et que vous souhaitez me soutenir, rien de plus simple. Il suffit de commenter, de mettre des pouces en l'air, de me donner des étoiles sur Apple Podcasts, de suivre les réseaux sociaux du podcast et de vous y abonner sur Facebook, Instagram et Twitter au nom de Just in Tuned. Si vous avez des questions, si vous avez des idées pour les prochains épisodes, n'hésitez pas à me laisser votre message en commentaire ou alors directement sur l'adresse mail hello@justintuned.com. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et à très vite pour le prochain épisode du podcast Just in Tuned. Just in Tuned. Just in Tuned. Just in Tuned.